Bonjour à toutes et à tous, il est 14h55 et il fait chaud sur la France. Et on va parler avec mon invité à l'instant même, Pascal Bridet, vétérinaire, s'il vous plaît, à Cluny en Saône-et-Loire, où nous sommes, le Haut-Clunysois. On va parler de cet événement qui est arrivé il n'y a pas bien longtemps, c'est une maladie nouvelle dans les troupeaux de France, en tout cas dans deux troupeaux pour l'instant, du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. Pascal Bridet, vétérinaire, ça veut dire que tu connaissais cette maladie. Comment elle s'appelle déjà cette maladie? La dermatose nodulaire bovine contagieuse, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas puisqu'elle est apparue en France chez vous, dans vos pays Voilà, du côté alpins. de la Savoie, il y a eu un cas, c'est ça, entre lac la commune. Et hier, on a appris, c'était du côté de Marly-Saint-Marcel, en Haute-Savoie. Voilà. Alors, il faut nous dire, parce que cette maladie, qui est une maladie un peu nouvelle quand même, qu'on ne connaît pas, elle interroge beaucoup parce qu'il faut, quand une bête est touchée, on est bien d'accord, il faut, dans les conditions actuelles réglementaires, il faut tuer l'ensemble de l'unité de bétail autour. Voilà. C'est-à-dire que c'est une maladie virale transmise par un insecte piqueur. Donc dès qu'un animal est contaminé, si un insecte vient le piquer, il se gorge de sang et il va transmettre à un autre animal. Donc on parle bien d'insectes. Car on voit des mouches devant nous sur un véhicule ici, c'est pas les mouches ici quand même. C'est pas des insectes piqueurs ceux-là. Ah oui, c'est pas mouche et pas piqueuse. Ça dépend lesquels, mais Ça pas dépend celle-là. lesquelles. Oui, donc c'est quoi? C'est les temps par exemple? Les temps, et puis on a des mouches non piqueuses et des mouches piqueuses. Alors avant de voir un peu avec Pascal Bridet, qui est un connaisseur de cette maladie, mais aussi du monde agricole en général. Non mais On découvre. vous découvrez aussi, mais tu t'intéresses beaucoup quand même à ça. Oui, parce que c'est quand même lié à l'évolution du climat. Voilà. On a de plus en plus d'insectes. On s'est battu l'année passée contre la fièvre catarrhale. On a fait vacciner les gens et les gens n'ont pas fini de vacciner qu'on commence déjà à leur dire qu'il arrive autre chose. Voilà. Donc ça déstabilise beaucoup à la fois les éleveurs et un peu les vétérinaires. Bien sûr, parce que c'est toute la chaîne qui est un peu surprise. La dermatose nodulaire contagieuse bovine qui vient, donc, disons, elle vient d'Afrique du Nord. Bah, Afrique du Sud, Afrique du Nord, Sardaigne, Lombardie, et Ah oui. on a Et malheureusement, Italie récemment aussi. ouais, Sardaigne et Lombardie, c'est Italie. Bien sûr. Et on a eu la malchance qu'elle passe les Alpes. Alors, effectivement, les insectes, ils connaissent pas les frontières. Alors, comment se traduit, Pascal Bridet, vétérinaire ici, on dit bien à Cluny, en Saône-et-Loire, où il fait beau et chaud aujourd'hui, comment se traduit cette maladie sur le bovin? Aujourd'hui, nous, on est dans l'inquiétude parce que c'est pas loin. Donc, on a beaucoup de questions de nos éleveurs. Je pense que les vétos sur place connaissent beaucoup plus de choses puisqu'ils vivent ça depuis 15 jours. Aujourd'hui, c'est une maladie avec la réglementation européenne où on n'a pas le choix, c'est-à-dire animal malade, euthanasie de tous ses congénères présents. Voilà, tu dis que le son est un petit peu faible. Donc, je vais voir si je vais tester un nouveau système comme ça. En décrochant, vous me dites si le son est bon maintenant. Merci. Nous sommes en direct avec pas mal de monde qui nous à la 459. Donc, on a bien compris, effectivement, c'est une maladie nouvelle et bien expliqué qu'elle n'est pas contagieuse à l'homme. Pas contagieuse à l'homme, pas contagieuse dans le lait, pas contagieuse dans la viande. Voilà. Donc ce qui est difficile pour les éleveurs de comprendre qu'on fait un abattage en ferme et qu'il n'y a pas valorisation des produits carnés ni laitiers. Voilà. Alors, il faut expliquer aussi que s'il y a des réglementations strictes, on tue en général le bétail, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Attendez, le son est un peu difficile. Alors, en tout cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes beaucoup de réseaux forcément, et on refera une vidéo, rassurez-vous, qui donnera le détail. Mais pour l'instant, on va continuer à essayer d'expliquer avec Pascal Bridet ici les raisons de cette question. Parce qu'il y a un commerce de bétail, Pascal. Oui, de toute façon, on sait qu'il y a des échanges entre l'Italie et nous qui sont hebdomadaires. Bien sûr. Il y a aussi, vous êtes dans une zone où il y a des alpages, donc il y a des animaux qui rentrent. Est-ce qu'ils rentrent que de France, etc. Donc il y a quand même un brassage, ce qui fait que c'est peut-être apparu dans cette région en premier. Voilà. Donc ça traverse effectivement. Alors le risque, parce que avant de voir d'autres hypothèses sur comment on peut faire en dehors de l'abattage du cheptel, le risque c'est que cette épidémie qui commence visiblement donc un cas en Savoie, enfin un cas, une exploitation on va dire, et une exploitation en Haute-Savoie, ça peut vouloir dire que ça peut gagner cette région où nous sommes, la Saône-et-Loire et la France en général. Exactement, hein. De toute façon, on est à côté de l'Ain, il y a les marchés de Bourg, etc. Il y a énormément d'échanges entre la région Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté.
Donc c'est un peu normal qu'on s'inquiète de ça, que les agriculteurs se posent des questions. Ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui la loi impose l'euthanasie en ferme, ce qui est quand même très violent pour l'éleveur, pour moi. Voilà. Donc la question indirecte, c'est est-ce que si on a 200 cas d'ici le 1er septembre, on va tout tuer? Voilà. Moi, c'est mon interrogation. Après, ce qui est très dur dans cette histoire, c'est qu'il faut aller vite. Donc, le principe de l'État, et avec tout le respect que je leur dois, c'est d'euthanasier pour aller très vite. Par contre, ce qui est très violent, c'est qu'on ne tient pas compte de l'humain ni de l'économique. Ce qui serait quand même, et si le nombre de cas évolue et qu'on est obligé d'abattre beaucoup d'élevages, il serait quand même intelligent de la part de tout le monde du monde rural, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, les GDS, les DDPP, les vétérinaires, les comptabilités, que en premier lieu, avant de tout abattre, on voit l'éleveur et qu'on définisse quels sont ses besoins financiers et ses besoins humains, et qu'après on fasse l'abattage. Je pense que si on veut faire du sanitaire sans comment dire, bloquer les gens et en les aidant au maximum, on sait que tous les jeunes exploitants ont investi entre 300 et 500, voire 800 000 euros. Vous vous rendez compte, si demain, il n'y a plus rien dans les tables. On dit que le saut est un petit peu faible encore un coup. On va lever un petit peu la voix, peut-être, Pascal, hein, possible. Donc, on a bien compris, déjà le propos, je le répète ici, si on entend mieux comme ça de la même façon ici, c'est qu'effectivement, il faut tenir compte de l'exploitation avant d'abattre brutalement l'ensemble du cheptel, c'est ça, hein? Si on veut que l'éleveur se suicide pas ou qu'il ait envie de recommencer, il faut un accompagnement d'abord psychologique, mais présent par des humains, parce qu'on voit dans ce qu'on reçoit, un téléphone de la MSA pour contact en cas de problème. Non, il faut qu'il y ait des personnes sur place. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement pour tout ce qui est financier. Savoir que dans les 6 mois qui suivent, il n'y aura plus de production, il n'y aura plus de cheptel en attendant de repeupler. Donc comment les banques vont gérer ça? Il faut demander aux banques, par exemple, de décaler à la fois les emprunts, les intérêts d'emprunt, même pour les agriculteurs. Il faut que l'éleveur fasse sa démarche, et ça sera très très dur psychologiquement, on ne sait même pas si comment ça, mais au moins l'aider financièrement, quoi. Savoir où il va aller, quoi. Donc le message, hein, Pascal Bridet, vétérinaire, il se dit bien, travail, enfin plus exactement, nous sommes à travail pour l'enregistrement, c'est ça, c'est de tenir compte de l'ensemble de l'exploitation et une vraie solidarité parce que finalement, c'est ça le problème, c'est que si on tue le bétail aujourd'hui, comment il vit la suite, l'exploitant? Déjà que les paysans, des fois, ont pas beaucoup le moral et puis que c'est difficile, c'est quand même extrêmement péjoratif pour l'exploitant, hein. Aujourd'hui, on sait très bien que le nombre d'exploitants diminue. On sait très bien que les bovins, c'est une catastrophe. La France a perdu 9% de sa production nationale en un an, en 2024. Il y a 10% des fermes qui ont disparu sur 4 ans. Et c'est un chiffre faux parce que dedans, on ne tient pas compte que des élevages bovins. Parce que maintenant, tout ce qui est installation en légumes, etc., c'est une ferme. C'est des petites fermes de 2 à 4 hectares. Alors que ce qui disparaît en bovin, c'est des 40, 50, 100, 200 hectares. Vous vous rendez compte l'impact psychologique, l'impact du territoire. Et en plus, c'est une zone, c'est arrivé en Savoie, Haute-Savoie, mais d'un côté, ça permet d'aller encore plus vite pour comprendre. Ces gens, ils ont façonné le territoire de la Haute-Savoie. Vous qui allez au ski, vous qui allez vous promener, c'est grâce à ces paysans. Vous qui mangez bon, c'est grâce à ces paysans. Donc venez les soutenir. Trouvons des moyens pour les accompagner et puis qu'ils puissent se reconstruire, que dans 1 an, 2 ans, vous pouvez retrouver les mêmes conditions de paysage, de qualité gustative dans ces paysages. Voilà, donc alors le son n'est pas toujours très bon. Alors vous inquiétez pas, chers amis, parce qu'on va faire une vidéo qu'on va faire avec un son correct. Dans une région ici, il n'y a pas beaucoup de réseaux, ça vient peut-être de ça en tout cas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, en tout cas nous, sur une diffusion, vous allez voir, parce que tout le monde c'est très intéressant, et moi je suis le premier à l'entendre, parce qu'il y a des idées à écouter, en tout cas, parce que faut rappeler, Pascal, qu'en Savoie et en Haute-Savoie, il y a une grosse émotion. Il y a une mobilisation pour soutenir les 2 exploitations aujourd'hui, et on a d'un côté une administration qui applique des règlements, hein,
De l'autre côté, il y a des populations qui disent non, on peut pas comme ça tuer le bétail tout d'un coup. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, il y a une résistance, il y a des gens qui discutent. Ce que je trouve dommage, et je fais pas de politique parce que j'ai horreur de ça, c'est que j'aurais espéré et j'aimerais qu'à l'avenir, que ce soit tous les syndicats unis qui aident les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est pas un problème de droite de gauche, c'est pas un problème de fédé, coordination, etc. ou de non syndiqués. C'est un problème de paysans. Paysan, ça veut dire pays, entretien du pays. Donc, pour moi, chaque personne qui exploite 1 hectare ou plus, chaque personne qui exploite doit être solidaire. Que ça soit une petite exploitation, une grosse exploitation, tout le monde est dans la même galère, subira à la fois les contraintes climatiques, les contraintes bancaires et les contraintes administratives de l'État. Alors commençons à réfléchir ensemble, associons les consommateurs et les touristes, puisque c'est pour qu'on conserve nos fermes, s'il vous plaît, et qu'on puisse entretenir ces paysages et manger de qualité. Ok, merci en tout cas. Alors, désolé pour le son. Apparemment, certains l'ont bien, d'autres l'ont moins bien. On va tout faire, et on va le faire dans un instant avec Pascal, un entretien qu'on va reproduire sur cette page-là. Nous sommes à 15h07 en direct pour ceux qui nous entendent un petit peu. Il fait beau sur la France pour l'instant, c'est sec, hein, parce que en Saône-et-Loire, c'est sec, ça n'a pas plu depuis 15 jours quasiment. Ouais, 15 jours. Donc on en parlera évidemment, on va suivre ça dans nos pages. Merci Pascal Bridet. Juste, je veux rajouter que je pense que c'est pas parce qu'on est en Saône-et-Loire ou en Bourgogne, il faut qu'on soit solidaire de ces gens et que s'il faut se mobiliser, il faut que chaque jour, il y ait des agriculteurs ou des gens qui vivent de l'élevage, parce qu'on est beaucoup à vivre de l'élevage, qui se mobilisent et faire une rotation pour essayer d'aller soutenir ces gens. Le maître mot, solidarité, on va bien sûr vous tenir au courant de l'évolution de cette situation sur la page La Place du Village, parce on est en contact avec les différents responsables des pays de Savoie. Merci beaucoup, et puis vous retrouverez sur une autre publication l'intégralité de ce discours fort intéressant de Pascal Bridet, vétérinaire, on dit bien, à Cluny. Nous sommes en Bourgogne du Sud, une belle région. Bon week-end à vous. La plus belle région de Saône-et-Loire. La plus belle région de Saône-et-Loire, oui, c'est sûr, c'est la Suisse du sud du département. Et puis bon week-end du 14 juillet, parce qu'il y a pas mal de gens sur les routes aussi. Puis on rappelle qu'il y a quand même pas mal d'événements avec pas mal de sorties. Il y a un grand match de foot avec effectivement demain soir Chelsea contre Paris Saint-Germain. Voilà, écoutez, passez un bon week-end, à bientôt. Et puis revenez nous voir sur la pastille qui sera cette fois-ci claire et nette, comme on dit. Merci, au revoir Pascal, merci.